Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'invité du journal de ce dimanche 8 décembre reçoit Maître Athanas Mbaye-Kano. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Du 4 au 6 décembre, la conférence internationale de Barreau a tenu son 34e congrès ici à N'Djamena. Avec notre invité, c'est la question de changer sur la conférence. Mais bien avant ça, nous allons découvrir l'actualité de ce soir. À votre disposition. Retour sur l'intervention du président de la République des Ibitno au Forum du dialogue méditerranéen de Rome. En ce qui concerne l'imposition des mouvements terroristes au Sahel, le chef de l'État pense que toute solution est vouée à l'échec si la Libye ne trouve pas sa stabilité et que la communauté internationale ne sort pas de son inertie. La situation que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel, c'est une situation qui est prévisible. Prévisible dans la mesure où détruire la Libye où en son temps il y avait plus de 5 millions d'Africains au sud du Sahara qui travaillaient en Libye. Donc la destruction de la Libye a des conséquences désastreuses, non seulement sur la Libye, mais sur tous les pays voisins, en particulier les pays au sud du Sahara. Et nous avions en son temps mis en garde ceux qui n'ont pas compris que c'est les conséquences dramatiques que nous prévoyons là, que nous voyons et sont arrivées aujourd'hui. Avant la destruction de la Libye, nous ne connaissons ni terroristes, ni la circulation des armes, moins encore la circulation de la drogue et le trafic des êtres humains. Tout ça s'est apparu après la destruction de la Libye. La Libye, c'est là où le terrorisme a pris naissance. On peut dire même que c'est l'incubateur du terrorisme, la Libye aujourd'hui. Ce qui fait que je ne vois pas, dans un avenir proche, une solution alternative à la situation difficile que nous vivons aujourd'hui dans notre chair, sur nos populations, sur nos soldats, au niveau du Sahel. On nous dit souvent, G5 Sahel, vous ne faites rien. Mais le G5 Sahel perd chaque jour des hommes. Nous faisons avec nos moyens. Le peu de moyens qui sont à notre disposition. L'Afrique n'a jamais été préparée à faire face à une guerre asymétrique menée par des spécialistes de la terreur. Nos armées ne sont pas formées pour faire face à ce genre aussi de guerres asymétriques. Nous ne demandons pas que les enfants des autres viennent mourir chez nous, en Europe ou ailleurs. Ce qu'on demande, la question du terrorisme, le problème du terrorisme, ça concerne toute la communauté internationale. Je me rappelle très bien, tout le monde doit se rappeler ici dans la salle, il y a eu une très grande coalition qui s'est créée au Moyen-Orient pour aller battre le terrorisme au Moyen-Orient. Là-bas, il y a du pétrole, il y a tout. Là-bas. Sahel, il y a du sable. Donc ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Et on nous dit, bon, mais faites avec ce que vous avez. Mais, parce que aujourd'hui, le terrorisme a de beaux jours devant lui si la communauté internationale ne bouge pas. Le terrorisme ne sera pas simplement dans le Sahel, mais le terrorisme va rentrer aussi dans la forêt africaine. Et c'est là où ce sera encore plus difficile de le combattre. Au sujet de grandes lignes de sortie de crise en Libye, en lien avec les questions de l'immigration qui posent des défis énormes aux pays européens, le président de la République estime que des progrès vers la paix sont possibles si les agendas égoïstes de certains pays cessent. Les Libyens sont de grands hommes, ils peuvent se parler pour mettre à terme à leur autodestruction, confie le chef de l'État que je vous invite à suivre une fois de plus. C'est une conséquence de la destruction de la Libye. Ne partez pas de nous.
Il n'y a pas de solution magique ni de solution à imaginer. Que les différents agendas qui pèsent sur la Libye, que ces agendas-là cessent réellement. Qu'ils soient agendas européens ou que ce soit des agendas arabes ou ailleurs. Que les gens se retirent, que laissent la Libye. Les Libyens sont de grands hommes. Ils sont capables de trouver des solutions à leurs problèmes. Mais ce qui intéresse, ce n'est pas la mort des Libyens, ce n'est pas la destruction de la Libye. Ce qui intéresse beaucoup de ces agendas, je pense honnêtement, ce sont des intérêts économiques. Un pays qui pompe plus de 2 millions de barils par jour, c'est important. Les pauvres Libyens qui meurent au Sahel là-bas, bon, on n'en pense pas encore. Ça. Donc, tant que les agendas continueront à peser sur la Libye, personnellement, je ne vois pas la solution. Est-ce que tous ces acteurs-là sont capables d'abandonner leur agenda personnel propre, se mettre d'accord sur un seul agenda qui consiste à ramener la stabilité en Libye? Ça peut venir ça en 24 heures. Vous le saviez, N'Djamena a abrité du 4 au 6 décembre la 34e conférence internationale de barreau de tradition juridique commune. Pendant 3 jours, des avocats membres de la CIB, entendez, conférence internationale de barreau, ont été édifiés sur le thème avocat, justice et sécurité en temps de crise. Pourquoi ces assises et quelles sont ces grandes décisions? Élément de réponse avec Angal Toblok. Ils ont en partage la langue française et la profession d'avocat. Les barreaux de l'espace francophone se sont réunis en N'Djamena. Aux commandes de ce 34e congrès, la conférence internationale des barreaux, CIB, de concert avec l'ordre des avocats du Tchad. 45 barreaux membres ont tenu à marquer de leur présence ce rendez-vous, dont les travaux ont débouché sur la nouvelle marque à extampier à la profession des avocats d'expression française. Convaincus qu'ils ne peuvent exercer librement leur profession que si la planète Terre n'est pas inquiétée, les barreaux de la CIB ont analysé les conditions d'exercice de leurs fonctions en ce temps de crise. La question a drainé des personnalités du monde juridique et judiciaire qui ont édifié les avocats pour plus d'efficience et d'efficacité dans leur rôle. 3 jours d'intenses travaux sanctionnés de plusieurs résolutions, parmi lesquelles le renforcement de l'équipe dirigeante de la CIB. Désormais, le nombre des membres du bureau passe de 6 à 12. Et c'est le bâtonnier au barreau du Tchad, Maître Atanas Mbaye-Gangnon, qui est élu président de la CIB pour une année d'exercice. Il passera le témoin au 35e congrès qui se tiendra en 2020 à Libreville au Gabon. Mais en attendant, les avocats de l'espace francophone demandent aux dirigeants de leurs pays respectifs d'œuvrer pour que règne la sécurité et la paix, afin de permettre aux avocats d'exercer avec liberté et professionnalisme leurs fonctions. Maître Atanas, qu'est-ce que la conférence de barreau et quelle est sa mission? La conférence des barreaux, la conférence internationale des barreaux, comme son nom l'indique, est une conférence qui regroupe des avocats de tradition juridique commune, des avocats, des barreaux qui ont en commun le droit civil français que nous appliquons chez nous. Nous avons en notre sein un certain nombre de barreaux, pratiquement 90 barreaux francophones liés autour des valeurs communes de tradition civiliste. C'est pourquoi on parle de conférence internationale des barreaux de tradition commune, qui est une structure qui regroupe tous ces États, tous ces barreaux, mais dans le respect de l'autonomie de chacun de nos barreaux, et qui ont pour socle la promotion des valeurs universelles, des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance. D'accord. Comment se fait le choix du pays organisateur?
Le choix du pays organisateur se passe par voie d'élection à l'occasion de tous les congrès qui sont tenus chaque année dans un des pays désignés. La candidature du Tchad a été retenue il y a de cela 2 ans à Lausanne, à Port-au-Prince plutôt, à Haïti. Et à cette occasion, le Tchad était l'unique candidat pour la conférence de 2019 qui s'est tenue à N'Djamena du 4 au 6 décembre. Au 6 décembre. Et le Tchad était un candidat unique. C'est par acclamation que la candidature de notre pays a été retenue. Et surtout que cette candidature visait à amener nos barreaux à venir découvrir notre pays, négativement dépeint sur le plan international, parce qu'on dit souvent que le Tchad c'est un pays de guerre, un pays d'insécurité, un pays de désordre. Donc nous avons voulu saisir cette occasion pour présenter une autre image du pays voilà. À ces barreaux. Exactement. Avocat, justice et sécurité entendent décrire sur le thème de ce 34e congrès. Pourquoi exactement le choix de ce thème? Le choix de ce thème, j'ai eu à le dire à l'ouverture du congrès, se justifie par le contexte que nous vivons actuellement. Vous savez que nos pays, de par le monde, je ne parle pas du contexte africain, tous les États du monde sont en proie aujourd'hui au phénomène du terrorisme. Que ce soit à Paris, que ce soit dans le Sahel, que ce soit aux États-Unis, le phénomène d'insécurité se généralise. De sorte que nous sommes obligés en tant qu'avocats de réfléchir sur cette question pour nous permettre de voir dans quelle mesure nous pourrons accompagner les pouvoirs publics dans leur mission qui consiste à... L'avocat est un défenseur de justiciable, maître. Est-ce que les conditions sont réunies pour permettre à l'avocat d'exercer librement sa profession ici au Tchad, dans notre pays? Ici au Tchad, il n'y a aucun obstacle au libre exercice de la profession d'avocat. Expliquez-vous. Nous avons une loi qui organise la profession d'avocat. Il s'agit de la loi 33 du 5 novembre 1996. Donc, tout titulaire de diplôme de licence en droit, pour l'instant, a accès à la profession d'avocat s'il veut devenir avocat. Donc, le libre exercice de la profession ne souffre d'aucune entorse. Quelle comparaison faites-vous entre la pratique du métier d'avocat d'aujourd'hui et autrefois? Y a-t-il une comparaison? Dans une époque pas très lointaine, il n'y avait pas d'avocat au Tchad. Et le président de la République l'a rappelé dans son discours. Nous n'avions qu'un seul avocat les années 80. Mais depuis 1996, nous avons le corps des avocats institué par la loi 33 que j'ai rappelé tantôt. Comment vous voyez l'avenir du métier d'avocat? L'avenir du métier me paraît prometteur dès lors qu'à partir de la CIB, notre barreau est sorti des ténèbres pour la lumière. Oui. Maintenant, quelles sont les résolutions prises à l'issue des travaux de ce congrès? Entre autres résolutions que nous avons prises, nous avons recommandé que l'exercice de la profession se fasse dans des conditions acceptables. Et là, le président, permettez-moi de le dire, nous a fait savoir que le barreau a le soutien entier du chef de l'État. Et là, je peux aussi vous affirmer que l'avenir de la profession est prometteuse. Nous avons plein d'espoir. Nous avons plein de talents dans notre barreau. Il y a plein de jeunes qui sont intéressés par la profession. La profession ira de plus en plus rayonnante. C'est quoi la prochaine étape, maître? La prochaine étape de la CIB, c'est Libreville au Gabon. Nous nous retrouverons à Libreville au Gabon après l'exercice du mandat qui m'a été confié pour l'année 2019-2020. Donc en décembre 2020, nous nous retrouverons à Libreville au Gabon pour le prochain congrès de la CIB. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle que nous avons reçu comme invité maître Athanas Mbaïgano, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Tchad. Merci Et beaucoup. nous poursuivons ce journal. La campagne de commercialisation de coton-graine édition 2019-2020 dans la zone de Doba a été officiellement lancée par le gouverneur de la province du Lekon oriental, Moussa Arouna Diago Ali Hakim.
Redresser la coton-tchad, développer la filière cotonnière et rendre heureux le coton-culteur sont autant de missions assignées au groupe Olam et à la coton-tchad Société Nouvelle. Mathirin Betoubanan, secrétaire général du comité de coordination locale de coton-culteurs de la province du Logone oriental, a mis l'accent sur la dévastation des champs de coton et le prix exorbitant des intrants qui impactent négativement sur la production de coton. Il invite les coton-culteurs à doubler d'efforts pour une augmentation sensible de la culture du coton. Selon le directeur général adjoint de la Coton-Tchad Société Nouvelle, pour encourager une bonne production du coton dans le cadre de la réouverture prochaine de l'usine de Doba, ce sont 3150 tonnes de semences, 6600 tonnes de fertilisants et 795 600 dosettes d'insecticides qui ont été mises à la disposition des coton-culteurs. Je tiens à croire avec fermeté que la dynamique ainsi insufflée de la filière coton par son excellence M. Idriss Déby, président de la République, quoique déjà salutaire pour des millions d'âmes, mérite d'être soutenu et accompagné durablement par les autorités provinciales à tous les niveaux possibles, afin que la confiance naissante fasse désormais tâche d'huile et partant d'un sourire au coton-culteur. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Turgo, affirme que la filière cotonnière a, il y a belle lurette, soutenu l'économie du Tchad, car plus de 3,5 millions d'âmes en dépendent de manière directe ou indirecte. Il y a des enseignements qui s'imposent à la crise cotonnière dont, en mesurant les conséquences passées, qui découleront, les plus hautes autorités du pays ont su prendre des mesures courageuses et stratégiques fondées sur des partenariats pour insuffler une nouvelle dynamique à la filière cotonnière dans un contexte économique et financier plus difficile. Afin de confirmer l'effectivité de la commercialisation du coton graine, une démonstration du déchargement a été faite au gouverneur et sa suite. S'en est suivi une visite guidée qui a conduit tour à tour dans l'ancienne usine aux arrêts il y a quelques années aux entrepôts des intrants agricoles. Rendons-nous à Sarre dans le Moyen Chari où 1000 tables bancs sont remis à la délégation de l'éducation à la jeunesse de cette province dans le cadre de l'opération Table Banc lancée par la Fondation Grand Cœur. Nous sommes à l'école officielle Nahor de la ville de Sarre. Dans cette salle de classe de fortune, c'est sur des briques que les écoliers s'installent pour apprendre. Dans deux autres salles de classe de même nature, les enfants sont assis à même le sol, à la quête de connaissances pour construire leur avenir. C'est pour apporter sa pierre de construction, afin de stopper la descente en enfer du système éducatif tchadien, que la Fondation Grand Cœur a lancé son programme Soutenons l'école tchadienne. Grâce à l'opération de distribution de 23 000 tables bancs, acte 1 du dit programme, l'école Nahor de Sarre bénéficie de 50 tables bancs sur les 1000 destinés à la province du Moyen Chari. L'école est le socle de développement d'un pays. C'est pourquoi la Fondation Grand Cœur, qui appuie la politique du gouvernement, vient en ce sens donner sa modeste contribution pour relever un tant soit peu le niveau de nos élèves, en leur créant les conditions favorables d'études. Cette action de la Fondation Grand Cœur réjouit Daikoumi Bolobono Blim, délégué à l'éducation et à l'enseignement du Moyen Chari. Ces dons est pour elle une solution durable à leurs problèmes. Le gouverneur Abadi Saher Fadoul témoigne quant à lui sa reconnaissance à la première dame du Tchad pour l'humanisme dont elle ne cesse de faire montre. La première dame continue par nous surprendre avec des gestes de bienfaisance. La Fondation Grand Cœur contribue de manière significative au rayonnement de l'école tchadienne. La réception de 1000 tables bancs étant faite, place est à la répartition pour que les écoliers du Moyen Chari, où qu'ils se trouvent, aient un cadre confortable d'apprentissage. Une mission de la Fondation Grand Cœur se trouve dans la province du Salamat depuis hier de concert avec l'association La Plume pour la culture et le développement. Elle a lancé les activités de la caravane ophtalmologique. Reportage Varelach. La Fondation Grand Cœur et son partenaire APCD, Association La Plume pour la culture et le développement, posent des actes caritatifs au profit de la population de la province du Salamat.
Il s'agit de l'organisation de la caravane ophtalmologique et bien d'autres actes de bienfaisance. Durant 2 semaines, ces différentes organisations humanitaires entendent marquer leurs empreintes dans la province. Nous aurons 14 jours à passer avec vous, à travers lesquels nous comptons opérer 600 patients souffrant de cataracte, offrir 1000 tables bancs à la délégation provinciale de lancement et à la jeunesse du Salamat, inaugurer 7 châteaux d'eau et 6 pompes à motricité humaine avec notre partenaire APC2, réceptionner le service de la maternité et soins intensifs après réfection, former des femmes issues des différents groupements féminins sur les activités génératrices de revenus et les doter matériel agricole pour accroître leur rendement. Inaugurer un centre de couture et enfin la réparation de la fente labiale appelée communément bec de lièvre. Le secrétaire général de la province du Salamat invite sa population à sortir massivement pour bénéficier des œuvres humanitaires de la Fondation Grand Cœur, appuyée par son partenaire APCD. La première dame, son Excellence Inda Déby, par le biais de la Fondation Grand Cœur, traduit dans les faits les engagements du chef de l'État dans toutes les provinces que compte notre pays, le Tchad. L'organisation de la caravane ophtalmologique dans le Salamat a vu la mobilisation des natifs et cadres de la province. Composés des hommes politiques, des élus du peuple et des responsables administratifs, ils sont venus apporter leur modeste contribution dans l'organisation des activités de la Fondation Grand Cœur dans la province. L'Organisation pour l'assistance et le développement de concert avec l'aide humanitaire hollandaise a fait hier un don de vivres et non-vivres à la population de Mandelia. C'est dans le Chariba Gami en présence du gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar. Reportage Abdul Keboul. Ces produits de première nécessité seront répartis aux populations défavorisées de la localité de Mandalia. Cette marque de générosité est l'œuvre de l'Organisation humanitaire pour l'assistance et le développement, OAD, et son partenaire Aide humanitaire hollandaise. Objectif, donner la possibilité à cette frange de personnes de joindre les deux bouts durant ce temps de soudure. Une action appréciée au plus haut sommet de la province. Le gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar remercie les donateurs. Toujours à Mandalia, l'équipe de l'ONG OAD et l'aide humanitaire hollandaise marque un arrêt à l'école Imam Malik de Mandalia pour apporter du réconfort aux élèves. Sur place, des uniformes, des chaussures ont été remises aux enfants à la grande satisfaction du responsable de cette école. Ils seront contents, motivés et ils s'investiront davantage dans le vécu afin de vraiment, dans l'avenir, faire encore plus et devenir des hommes de demain. Dans la même journée et dans une autre localité, l'ONG OAD et son partenaire donnent encore du sourire à quelques familles démunies. Ici, ce ne sont pas des vivres, mais des ruminants destinés à l'élevage. Et cela pour accroître la productivité et réduire ainsi le taux de pauvreté, insiste Mamadi Aldis. L'ONG OAD et l'aide humanitaire hollandaise prévoient dans leur calendrier autre action de bienfaisance dans les jours à venir. Ces deux organisations, OAD et Aide humanitaire hollandaise, ont aussi remis un don à quelques groupements féminins et élèves. Le don est composé de machines à coudre et de kits scolaires. Retrouvons une fois de plus Abdul Keboul. L'Organisation humanitaire pour l'assistance et le développement OAD et son partenaire, dénommé l'aide humanitaire hollandaise, partagent la même vision, celle de venir en aide aux personnes nécessiteuses. Après avoir formé les femmes issues des groupements féminins en couture, les deux ONG assistent celles-ci avec des machines à coudre. Un don qui, selon Mamadi Aldis, représentant de l'ONG OAD, permettra à la gente féminine de pratiquer des activités génératrices de revenus afin de s'autosuffire. Représentant l'ambassadeur de Turquie au Tchad, Yomro Klish, s'est réjoui des actions posées par les deux ONG. Il appelle par ailleurs les femmes à une gestion rationnelle de ces outils de travail pour le bien-être de tous. Il n'a pas manqué de saluer aussi les relations qui existent entre son pays et le Tchad. Les bénéficiaires de leur côté se sont félicités de l'acte posé en leur faveur. À l'école islamique Al-Nada, l'ambiance est conviviale.
entre l'équipe de l'organisation humanitaire pour l'assistance et le développement et les élèves de la dite école. Les kits scolaires composés des sacs à dos et bien d'autres fournitures scolaires ont été remis aux élèves, une manière d'encourager et de maintenir les élèves à l'école. À Itu, dans la province de l'Inde-Est, la population a bénéficié de réalisation du chef de l'État, le bassin de rétention d'eau de Maré, une parmi plusieurs réalisations qui d'ailleurs fait aujourd'hui la fierté de la population fortement éleveur. Adevamat Ben Rahma et Moumati Sarah sont sur place pour présenter cet ouvrage dans ce reportage. Au nombre de réalisations dont la population du jeune département d'Itu dans la province de l'Inde-Est a bénéficié, figure le bassin de rétention d'eau des Marais. Cet investissement du chef de l'État fait la fierté des habitants de cette partie du territoire national. Une infrastructure d'importance capitale, surtout qu'Itu est une zone d'élevage par excellence. Outre son impact sur l'élevage, ces bassins de rétention d'eau permettent également aux paysans de pratiquer des cultures maraîchères. Je profite au nom de la population du département de Itu et remercier le chef de l'État par rapport à l'innovation. C'est vrai, le président a fait beaucoup de projets au niveau du département, mais le bassin de rétention d'eau a donné beaucoup d'avantages à la population. Et ce ne reste qu'il y a des ONG qui sont venus placer ici. Ils sont en train de préparer avec la population pour vraiment faire des projets d'innovation par rapport aux cultures maraîchères et d'autres. Les cadres du département d'Itu, à l'exemple de Mahmoud Issa Nassour, tout comme des citoyens ordinaires, se sont montrés reconnaissants aux efforts du président de la République Idriss Déby Itno et invitent les fils de la localité à une synergie d'action. Nous demandons à tout le monde, les cadres du département et plus particulièrement au niveau de la commune, de prendre ce projet en main et le garder dans de bonnes conditions. Dans ce département, l'eau est un besoin crucial, d'où la satisfaction de la population de cette réalisation du chef de l'État. Retour sur les festivités du 29e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie. La population du département de Guinée, province du Logone occidental, a commémoré cette journée. Ahmad Alisen Ahmad. C'est une mobilisation sans précédent à la place publique de Krim, chef-lieu du département de Guinée, où les différentes couches socio-professionnelles venues de tous les coins du département ont manifesté leur joie et témoigné leur reconnaissance au président de la République Idriss Déby Itno, libérateur du peuple tchadien de la dictature implacable du régime du Sénabré. Cette mobilisation de la population a été saluée par Ahmad Jamaluddin Mohamed, président du comité d'organisation. Dans une motion spéciale, la population de Guinée apporte tout son soutien au chef de l'État Idriss Déby Itno pour son sacrifice consenti pour la paix, la liberté, la stabilité, la concorde et le développement durable du pays. La Guinée, par la même occasion, réitère son indéfectible soutien aux vaillantes forces armées tchadiennes pour leur professionnalisme et leur détermination pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité au Tchad et dans la sous-région. Officiant la cérémonie, le préfet du département de Guinée, Ignazianki Samuel Pachane, qui se réjouit aussi de ce degré de mobilisation, demande à ses administrés de maintenir le cap derrière le président de la République, Idriss Déby Itno, pour le développement du département de Guinée. La liberté et la paix retrouvées sont l'œuvre salvatrice de l'homme qu'il faut pour un pays comme le nôtre. Le président Idriss Déby Itno les avait cherchés partout. Pour nous, faisons de telle sorte que cette paix et cette liberté ne soient pas un vain mot, mais un comportement. Après le discours, la place est au défilé. Un défilé ouvert par les éléments des forces de défense et de sécurité. Ce passage a été suivi par celui des élèves des écoles primaires, collèges et lycées. Plusieurs groupes socio-professionnels ont aussi activement pris part à ce gigantesque défilé. Dans l'après-midi, un match de football a été organisé pour boucler les manifestations marquant la journée de la liberté et de la démocratie à Krim.
Maire dans la province de Wadifira, le tout premier chef de canton Mira Al-Hadj Ibrahim Kharif a été intronisé. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée par le préfet d'Iriba, Moussa Mbodou Abdoulaye. Les filles et fils de la communauté Mira dans le département d'Iriba, province de Wadifira, se sont mobilisés pour donner une quintessence à cet événement de taille. Un moment fort qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire des chefferies traditionnelles. Il s'agit de l'intronisation du tout premier chef de canton, Al-Hadj Ibrahim Guiré Kharif. À la place publique de Mir, les autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles ont rehaussé de leur présence. Nommé par le décret 1567 de 2018, le chef de canton Al-Hadj Ibrahim Guiré Kharif est officiellement installé par le préfet du département d'Iriba, Ibrahim Tahir Sharfaddin. Le préfet invite le nouveau chef de canton à collaborer avec l'administration publique et se conformer au texte de la République. Juste après, le sultan de Darzakhawa Tahir Abderrahman Hagar intronise Al-Hadj Ibrahim Guiré Kharif, une intronisation qui rime au rite du terroir. La communauté Mira, par la voix du président du comité d'organisation, s'est dit réconfortée par l'acte du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Nous, la famille Mira, réitérons notre entière disponibilité et notre soutien indéfectible dans toutes les actions du chef de l'État, présent et futur. Âgé de 84 ans, le chef de canton Mira, Al-Hadj Ibrahim Guiré Kharif, est père de 17 enfants. La remise des cadeaux au nouveau chef de canton a clôturé la cérémonie d'intronisation. Dans le Logone occidental, une cérémonie de passation de service a lieu au centre de santé entre le directeur sortant et entrant de l'hôpital provincial de Moundou et de la pharmacie d'approvisionnement de la dite province. Robert Dumio. Dobelné Mongel, Robert cède son fauteuil à Mohamed Ahmad Adoum Adjid à la tête de l'hôpital provincial et Dr Mogelde Alfé remet les clés de la pharmacie provinciale d'approvisionnement à Dr Djeka Clément. Installant le nouveau directeur dans ses fonctions, Madame Daché Boukar, sous-directrice chargée du personnel au ministère de la Santé publique, a rappelé à Dr Mohamed Ahmad Adoum Adjid la mission qui lui est dévolue. La tâche qui vous attend est ardue. Car vous êtes sans ignorer que l'hôpital provincial de Moundou, tout comme les autres hôpitaux, traverse une crise financière liée aux conjonctures actuelles. Devant cette situation, vous devrez montrer votre génie créateur et votre savoir-faire pour faire face aux énormes défis qui vous attendent. Madame Daché Boukar devait ensuite féliciter les directeurs sortants pour avoir réalisé d'importants projets pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital et de la pharmacie et obtenir les résultats actuels. Le directeur entrant, Dr Mohamed Ahmad Adoum Adjid, a pour sa part remercié la hiérarchie sur l'avoir nommé à ce poste et dit avoir très bien mesuré l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il se dit convaincu qu'avec le concours des uns et des autres, il réussira à sa mission. Établissement de référence pour la province du Logone occidental, l'hôpital provincial de Moundou, qui est de type pavillonnaire avec sa pharmacie provinciale d'approvisionnement, dessert 4 districts sanitaires, à savoir Laokassi, Benoué, Benamar et Moundou, avec un bassin de population estimé à 1 9 327 habitants. Dans le cadre de la célébration de 16 jours d'activisme, le réseau de jeunes pour le développement du Bata et la représentante provinciale de la Ligue de la paix et de la liberté ont organisé une causerie débat à Ati-Chevelu de la province pour sensibiliser les jeunes filles sur les pratiques malsaines faites à leur égard. Cette causerie débat dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes est initiée par le réseau des jeunes pour le développement du Bata et la représentation provinciale de la Ligue internationale pour la paix et la liberté. L'objectif est de sensibiliser les filles élèves vis-à-vis des pratiques malsaines à leur égard, plus précisément la mutilation génitale et la violence basée sur le genre. Les 3 conférenciers, à savoir Husna Al-Khalil, point focal de la Ligue
Ligue internationale pour la paix et la liberté, Ali Mohammedia, coordonnateur du réseau des jeunes pour le développement du Bata, et Moussa Guini se sont relayés pour expliquer à l'assistance les différentes formes de violence, les opportunités favorisant la lutte et les actions à mener. La violence, comme la décrivent les conférenciers, prend de multiples formes, verbales, psychologiques, physiques, sexuelles et économiques. La lutte contre ces fléaux est un enjeu essentiel de société et une urgence de santé publique. Et en réponse à quelques questions d'éclaircissement posées par quelques élèves, le proviseur du lycée Assir Ahmad Akhabash, Najou Malay, estime que l'excision ne procure aucun avantage en dehors de ses conséquences néfastes sur la santé reproductive de la fille. De l'avis de la marraine de l'activité, le préfet du département du Bata-Ouest, Fatima Boukar Kosey, la femme est une mère, une épouse, une sœur et une fille à l'homme. Elle ne mérite pas donc de subir de violence. Que la société dise halt au mariage précoce et forcé, à l'excision, à la violence conjugale, au harcèlement sexuel et tout autre abus fait aux femmes, a-t-elle conclu. Le changement climatique préoccupe les chefs traditionnels du département de Dababa. La stratégie développée pour y faire face est au centre d'un forum qui s'est tenu à Pokoro. Le point avec Falambi Soulkan. Durant 3 jours, les participants ont échangé autour de l'intégration du changement climatique dans les politiques sectorielles. Les débats se sont focalisés sur comment et pourquoi intégrer le changement climatique dans les politiques et les stratégies nationales. À l'issue de cette rencontre, des résolutions et recommandations ont été adressées aux organisations non gouvernementales et au gouvernement. Madame Mercadi Julienne, directrice adjointe de l'éducation environnementale et de la lutte contre le changement climatique, a relevé que ce forum vise le renforcement des capacités des autorités locales en matière d'intégration du changement climatique dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques agricoles dans le processus de planification nationale. Le préfet du département de Dababa, Sougour Mohamed Galma, a indiqué que la Constitution de la 4e République confère la question de l'environnement aux collectivités décentralisées. Pour lui, le changement climatique préoccupe le gouvernement au premier plan. Le président de la République, chef de l'État, Idriss Déby, engagement, le président de la République a inscrit cette problématique dans sa vision à l'horizon 2030. Le secrétaire général chargé de l'élevage du RNDT de Levé a procédé à Gozbeda à l'installation de membres du bureau communal de la Fédération de Sila. Ben Arabi Abdourazak. Avec l'installation de ce bureau communal, le Rassemblement national des démocrates tchadiens sonne sa rentrée politique dans le Sila. Composé d'une vingtaine de membres, le bureau dirigé par Adam Moussa, appuyé de Safi Dahia, Hassan Abdulaziz, Mohamed Hassan, est chargé d'appuyer les bureaux installés à l'effet de porter au plus loin les champs du coq blanc. Dans son discours d'installation, le secrétaire national chargé à l'élevage, Mohamed Adam Abdurrahman, a indiqué qu'il attend des nouveaux membres, un engagement ferme et une contribution à la hauteur des attentes quant à la conquête du pouvoir démocratique et la construction d'une nation unie et respectée sur la scène internationale. En effet, depuis sa création, le parti n'a jamais cessé de battre pour justice et l'égalité, des valeurs qui justifient l'existence des êtres humains. Depuis lors des champs du coq, n'a jamais cessé et ne sera jamais tant que le réveil est porté par les hommes et femmes de valeurs comme vous, des hommes et des femmes qui aspirent un meilleur avenir pour les générations futures. Le secrétaire national chargé à l'élevage espère également voir des résultats probants lors des échéances électorales. Le nouveau bureau, par la voix de son président, s'est dit prêt à relever les défis. Des militants des partis ASRI et ARD ralliés à la fédération du RNDT, le Réveil de Sila, ont été présentés aux invités. L'action de Jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad a organisé une campagne d'information et de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique dans les établissements scolaires, une manière de sensibiliser les jeunes sur le vivre ensemble. Renforcer la cohabitation pacifique et sensibiliser les élèves sur la paix et le vivre ensemble,
Ce sont là les objectifs visés par l'action de jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad, AJPDET. À travers cette campagne de sensibilisation, le président de l'AJPDET, Mohamed El Mehdi Abdurrahman, exhorte les élèves de l'établissement Champ de Fil à cultiver la tolérance et l'amour du prochain. Nous sommes tous des frères, qu'on est du nord, qu'on est du sud, qu'on est de l'est, qu'on est de l'ouest ou du centre. Nous sommes tous condamnés à vivre ensemble. Nous devons cultiver l'amitié sincère. Nous devons développer l'esprit de tolérance, de l'acceptant d'autres avec toutes ces différences. Cette campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique va se poursuivre dans les différents établissements de la capitale afin de sensibiliser les jeunes à préserver la paix chèrement acquise. Le président national de l'Union nationale des étudiants tchadiens UNET a fait un point de presse hier. Au cours de ce point de presse, le président de l'UNET a fait la restitution de sa mission dans les universités du sud du pays. Suivi. En novembre dernier, nous avons organisé une tournée de sensibilisation dans le sud du pays pour pouvoir sensibiliser nos camarades sur certains comportements qui ne nous honorent pas. Sensibilisation placée sur le thème le rôle de l'étudiant en tant que citoyen et acteur de la consolidation de la paix et de l'unité nationale dans le milieu universitaire. Nous, au niveau national, nous avons constaté qu'à un moment, les étudiants tchadiens ne se comportent pas bien et cela fait que nous sommes en train de perdre de jour en jour le respect de la part de la population. Lors de nos manifestations, nous cassons les véhicules des responsables. Quand nous voyons des voitures à pied, nous les cassons. Quand nous trouvons des édifices publics, nous les cassons, tout en oubliant que ces édifices publics sont nos maisons de demain. Nous oublions que ces voitures sont nos voitures de demain, nous les cassons. Alors là, nous interpellons la conscience de nos camarades, nous leur demandons de changer de comportement. Nous lançons directement l'appel au chef de l'État et à travers le ministre de l'Enseignement supérieur, nous demandons au chef de l'État de s'impliquer personnellement et de faire de manière à ce que nous puissions au moins avoir les réseaux de connexion dans nos universités. Les anciens élèves du lycée et collège évangélique ont fait hier un don de livres à la bibliothèque de cet établissement. Plus de 300 livres. À travers ce geste, ils veulent soutenir l'éducation de leurs cadets. Un geste apprécié au plus haut sommet de ce lycée, comme le rapporte Abdelhadi Mamassali. Un ancien élève, un livre. C'est le slogan choisi par les membres du bureau de l'amicale des anciens élèves du lycée et collège évangélique. Ce week-end, plus de 300 livres ont été remis aux responsables de cette institution éducative pour renforcer la bibliothèque des ambassadeurs francophones du Tchad au profit des élèves de cet établissement scolaire. Collège évangélique, notre alma mater, concept plus simple, c'est collège évangélique, notre mère nourricière. On ne peut pas partir sans se souvenir de cet établissement. Nous voulons en même temps aider cette institution à bien former nos cadets, parce que nous savons que c'est la relève. Nous savons que ce sont les cadres de demain. Nous savons que ce sont ces jeunes-là qui feront le bonheur du Tchad de demain. Très ému, le proviseur de cet établissement livre son impression à l'endroit des anciens élèves du lycée et collège évangélique. Nous sommes vraiment comblés de joie. Les mots vont sûrement nous manquer pour exprimer toute nos reconnaissances à l'endroit de l'amicale des anciens élèves du lycée et collège évangélique. En effet, comme ils l'ont déjà dit, cette modèle cérémonie qui nous réunit, c'est pour nous permettre de bénéficier de cette mine d'or. Kaptian Odeke lance un vivant appel aux autres anciens élèves du dit lycée d'emboîter les pas de leurs collègues.
Le 13 décembre 2018, le ministère de l'Aménagement du territoire, du développement de l'habitat, de l'urbanisme a lancé les activités du projet de canalisation de la ville de N'Djamena. Une année après, une équipe de la télévision est allée constater le niveau de réalisation du dit projet. Suivez ce reportage signé Ali Abdelma Suleiman. Ces images sont de la dernière saison pluvieuse écoulée. C'est aussi le quotidien de la population du quartier Ngabo dans le 8e arrondissement. Les populations de ces quartiers ont encore en mémoire cette souffrance. Avec la mise en œuvre du projet de drainage d'eau de la ville de N'Djamena, les habitants du quartier se sentent soulagés. On souffre beaucoup. On n'a pas de route. L'eau, toujours, c'est une inondation de la route. Mais nous sommes fiers de cette canal. Mais sur les conséquences là, à celle ouverte là, c'est ça qui nous inquiète. Le nouveau canal de drainage d'eau est en plein chantier. Ce canal fait jonction avec l'ancien. Il est relié au bassin de rétention d'eau au nord-sud de la ville de N'Djamena. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour finaliser les travaux. La construction de ce canal cadre avec la politique du gouvernement en matière d'urbanisation de la capitale. 25 mois ont été accordés aux entreprises contractantes pour la mise en forme du canal. Une fois construit, ce canal permettra d'éviter le risque d'inondation. Le projet est réalisé par l'État tchadien sur financement de l'Agence française du développement et de l'Union européenne. Le coût global des travaux est estimé à plus de 9 milliards 378 millions de nos francs. En religion, les lampions se sont éteints sur les activités marquant le cinquantenaire de l'église adventiste du 7e jour, placé sous le thème « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». 3 jours de bonnes œuvres dont à la commune de N'Djamena pose pierre pour la construction d'une école et la caravane sanitaire, entre autres. Tapar Christine nous en dit plus. La célébration de la clôture du cinquantenaire de l'église adventiste du 7e jour a été meublée de plusieurs activités. Il s'agit notamment de la remise des certificats de reconnaissance et des médailles aux fidèles adventistes, la remise des dons à la commune de N'Djamena, la pose pierre d'une structure éducative et bien d'autres. Le certificat de reconnaissance est décerné à mon papa, qui était pasteur et qui a servi dans l'œuvre en tant que serviteur de Dieu, ministre de l'Évangile. Et ce certificat, je le prends comme s'il était à moi, parce qu'effectivement, j'ai décidé de suivre ses pas. Le président du comité d'organisation, dans son allocution, remercie les fidèles et le gouvernement tchadien pour la réussite des festivités et rappelle ainsi l'objectif de cette cérémonie qui est d'encourager les jeunes à poursuivre la mission que Dieu leur a confiée afin d'aider les autres à leur emboîter les pas. Mouktar Ngarembay Tombolbay, représentant le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, remercie l'église adventiste pour sa maturité et ses actions dans le domaine du développement. Au nom de son Excellence Monsieur le ministre, de tout le gouvernement et des plus hautes autorités du pays, remercier l'église adventiste pour les actions qui sont menées dans le sens du développement. Vous intervenez dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, vous vous êtes lancé dans une activité citoyenne. Rappelons ainsi que l'église adventiste du 7e jour est implantée au Tchad depuis 1967. Voilà, ainsi donc c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.